vous et bienvenue à ceux qui regarderont cette table ronde en replay. Cyril Maître, salut Cédric. Cédric Tempestini, donc, est la personne dont je vous ai parlé, qu'on a interviewé il y a quelques temps de ça. Cyril Maître, qui est notre champion du monde de Mastermind, oui, attention. Et puis, voilà, bienvenue à tout le monde. Je pense que ça va se connecter au fur et à mesure. Alors, l'agenda du jour. Hein, on va rentrer directement dans le vif du sujet. On va se présenter déjà. C'est ce qu'on a fait pour que je pense qu'il y a certains d'entre vous qui connaissaient certaines personnes. Mais on va faire un petit tour, comme c'est une table ronde, justement, on va faire le tour de la table pour se présenter. J'ai eu l'occasion de découvrir, moi, les profils tout à l'heure de certaines personnes et c'est hyper, hyper inspirant. Donc, rien qu'en ça, ça va être déjà un apport de valeur énorme. Et puis, on va venir partager des questions, différentes questions sur la complémentarité entre l'approche sociale, donc une casquette de social media manager et une casquette de community builder et où sont les frontières entre les deux, où ça commence, où ça s'arrête, et voilà, explorer ce sujet qui, je pense, nous passionne tous. Voilà, alors je vais laisser la parole à nos stars de ce matin pour se présenter rapidement, faire un petit tour de qui vous êtes. Allez, j'ouvre le bal. Allez, vas-y. Déjà, je m'excuse parce que moi, je travaille dans un coin, j'ai pas de lumière et j'ai ma petite lampe de bureau qui arrête pas de sauter. Donc, désolée si je suis un coup dans la lumière, un coup dans l'ombre. Ça C'est pas marche. voulu. Bonjour à tous. Du coup, moi, je m'appelle Mégane. Ça ne se voit pas. Merci, Cédric. Donc, je m'appelle Mégane. Je suis la cofondatrice de Marketing Flow, qui est la première communauté growth marketing, growth for good en France. Donc, nous, on rassemble avec mon associé Pierre plus de 280, je pense, aujourd'hui, entrepreneurs, fondateurs de boîtes, freelance, responsables marketing qui bossent sur des projets impact positif. Et on s'entraide tous sur des sujets growth marketing. Donc, concrètement, on fait des lives, on a un espace d'entraide dans lequel on peut discuter, on se pose nos problématiques, on s'entraide les uns les autres pour s'aider à résoudre nos problématiques marketing. Et on a aussi des tutoriels. Enfin, voilà, c'est assez complet. Et donc, je fais ça pendant 3 jours de ma semaine et les 2 jours restants, je suis freelance pour des boîtes à impact sur des sujets growth marketing aussi. Est-ce que c'est vous comme présentation, Steph? Moi, j'ai kiffé. J'ai kiffé et je peux dire Parfait. que je suis inscrit à la newsletter de Marketing Flow avec les hacks tous les jours et que c'est Mhm. juste une tuerie. Vraiment. Parce que franchement, je m'en suis inscrit des newsletters et t'en as du bullshit. Hein. Mais là, franchement, tout est implémentable. Et d'ailleurs, ça sera peut-être un sujet pour plus tard dans les contenus, justement, faire de l'actionnable. C'est vrai. Et là, franchement, actionnable à fond. Donc, moi, je suis fan. Merci. Je dis pas ça parce que tu es là. Hein. Allez, Adélie, vas-y. Ah, attends, t'es muté. T'as le micro qui est muté. Les joies du direct. Pardon. De toute façon, je dis rien d'intéressant, je donnais mon prénom. Donc, qui suis-je? Que fais-je? Où vais-je? En très, très gros, je suis sur LinkedIn depuis 2 ans. J'ai 13 ans d'expérience dans le salariat pour tout ce qui est vente, relations clients. Et cela fait 2 mois, depuis juillet, que j'ai décidé de me lancer à mon compte en tant que, on va dire, accompagnatrice sur toutes les personnes qui ont des problématiques en lien avec la vente et la prospection. Donc, c'est tout nouveau. Je suis toute bébé dans l'entrepreneuriat. Sinon, je suis troubadour sur LinkedIn. Je m'éclate plutôt bien. Et ce qui est bien, c'est qu'il y a d'autres personnes qui me suivent dans mon délire. Et actuellement, moi, je n'ai pas une communauté. J'ai une audience que j'essaye de transformer en communauté. Donc, je suis très alerte, on va dire, sur ces sujets. Mais je préfère quand même prévenir que, voilà, moi, c'est une audience actuellement que j'ai. Et voilà. Donc, j'ai aussi beaucoup à apprendre. On va tous apprendre, ça c'est clair.
Top, merci, merci. Qui c'est qui va next? Emeline? Je fais dans Allez, l'ordre. c'est parti. Ouais. Ouais, carrément. Du coup, ouais, moi c'est Emeline et je suis une ancienne freelance en community management puis en rédaction web. J'ai un background web marketing et en fait, quand j'étais freelance, je me sentais très solo et j'ai lancé l'idée d'un projet à l'arrache le jour J. Vraiment, j'ai eu l'idée la nuit, je l'ai lancé le lendemain matin, donc ça s'est fait de manière très, très impromptue. Et du coup, j'ai lancé l'idée de rassembler des entrepreneuses un peu partout en France, en local, du coup en physique, pour qu'on sorte toutes de la solitude. Et c'est un projet que j'ai appelé Ta Pote Freelance, qu'on appellera TPF pour aller plus vite. Et aujourd'hui, donc c'était il y a 2 ans, et en fait, il y a eu beaucoup de personnes inscrites à qui ont soutenu ce projet-là, qui était complètement gratuit à la base. Et du coup, aujourd'hui, on a une plateforme de rencontres et d'entraide dédiée aux entrepreneuses partout en France, entrepreneuses de tout secteur. Et au-delà des rencontres en local qui se font toujours par team local, on a aujourd'hui tout un univers autour de ces rencontres-là, qui est pour le coup plus en virtuel, où on a plein d'événements en ligne tous les mois, un café cowork virtuel, une médiathèque, un catalogue partenaire pour venir remplacer un peu le CE qu'on pourrait avoir en entreprise. Bref, l'idée c'est vraiment de retrouver cet esprit en fait collègue au quotidien. Donc nous c'est vraiment un soutien au jour le jour pour les entrepreneuses. Avant même la partie business, c'est plus le côté social, voilà, sortir de la solitude. Top, bienvenue. Merci d'être là aussi. Et Cassandra? Oui, merci. Je suis donc Cassandra, chargée de communication chez Swello. Donc, je fais également du community management. Donc, comme l'a précisé Adélie, moi non plus, je n'ai pas encore de communauté, mais c'est vrai que j'en manage sur les réseaux sociaux. Et parallèlement à ça, donc, je suis créatrice de contenu UGC en freelance et je fais également un peu d'influence sur TikTok et Instagram. Et je suis ravie d'être là aujourd'hui avec vous tous. Et on est ravis de t'avoir aussi. Donc, c'est génial. On a plus de personnes qui se sont connectées et c'est bien qu'on ait pris le temps de se présenter. Donc, moi, c'est Steph. Je suis consultant pour la stratégie communautaire de Canva sur la francophonie mondiale. J'ai un parcours de multi-entrepreneur et j'ai découvert en fait que je faisais du community building sur le tard alors que j'en faisais depuis plusieurs années. Et je me suis littéralement fasciné par le sujet et j'ai fait un constat, un double constat en fait, c'est qu'il y avait beaucoup de leaders d'entreprise, de managers qui ne maîtrisaient pas l'art de la communauté en confondant justement, et ce qui va ouvrir notre première question, qui sera la différence entre une audience et une communauté, et qu'il y avait derrière l'art de la communauté, donc ce qu'on appelle le community-led growth, donc plusieurs stratégies de croissance d'entreprise. Donc il y a des stratégies de croissance autour du produit, des stratégies de croissance externe. Enfin, il y a plein de stratégies de croissance d'entreprise, mais une des stratégies de croissance, c'est la stratégie de croissance communautaire. Et on peut créer une entreprise dès le départ et même avant de créer l'entreprise, créer la communauté. Et il y a des super success stories comme Airbnb, par exemple, qui est d'abord né d'une communauté, donc d'une fédération de personnes. Donc, il y a plusieurs types de communautés. Il y a la communauté d'apprentissage, communauté d'intérêt, communauté client. Donc là, c'était une communauté d'intérêt. C'est celle que je préfère parce qu'il y a un gros alignement, il y a une grosse intégrité. Et de là, en fait, ça vient faciliter et solutionner plein de sujets de l'entrepreneuriat, comme la proposition de valeur, comme la création de l'offre, comme plein d'autres sujets. Et on peut s'appuyer sur la communauté pour beaucoup de choses. Et donc, j'ai fait le constat que d'un côté, il y a plein d'entrepreneurs qui confondaient les sujets, donc qui confondaient le community management avec le community building, donc qui confondaient en fait le social media management avec le community building, et qu'il y avait plein de community builders qui étaient tout seuls dans leur coin, un petit peu dans le placard, comme ça, tout seul, s'il vous plaît. Et il y a d'autres community. Et alors, oui, voilà. Et l'idée, ça a été donc déjà de venir un peu évangéliser le sujet et donc de partager comme ça avec des experts qu'on a la chance d'avoir aujourd'hui autour de cette table ronde pour comprendre les subtilités qui se cachent derrière ces mots.
pour qu'on puisse monter en compétences tous ensemble, pour qu'on puisse s'apporter de la valeur tous ensemble. Et donc, il y a eu l'idée de ma part de créer une communauté sur ce sujet, sur le sujet du community building. Donc, pour ceux que ça intéresse, j'ai demandé l'autorisation avant aux panélistes. Il y a un blog donc, que j'ai commencé à créer qui s'appelle développe-ta-tribu.blog, que je mettrai en lien sûrement. Et je vous partagerai aussi un lien pour pouvoir rejoindre cette communauté dans laquelle on trouvera plein de contenus, en fait, des analyses de communautés existantes, des interviews de leaders de communautés, des accès aux webinaires, d'autres tables rondes, des chiffres clés du marché, des approches par stratégie communautaire. Voilà. Donc, je suis trop content qu'on puisse parler de ce sujet maintenant et j'ai envie d'ouvrir le bal avec la première question. Quelle différence vous faites et y a-t-il une différence entre une audience et une communauté? Et si oui, pour vous, lesquelles? Qui sait? Je jette la balle en l'air. Et il y a Cyril qui se déclenche à ce moment-là. Qui c'est qui a envie de saisir cette balle? Je peux y aller si vous voulez, je pense que ce sera Allez. complété, mais je peux y aller avec une première différence par exemple, parce que oui, pour moi, il y a une différence clairement, enfin beaucoup du coup. Et je dirais que la première, c'est le fait que au sein d'une communauté, donc privée, les membres ont des échanges entre eux, alors que souvent dans une audience, il y a quand même peu d'échanges dans les gens qui vont suivre un même compte sur un réseau social. Pour moi, c'est ça la grosse, la principale différence quand même. Je veux bien compléter avec ce que tu as dit, du coup, parce que je suis totalement alignée. On prend souvent avec Pierre l'image pour illustrer un peu ça. On se dit souvent qu'une audience, c'est un modèle en chandelier où tu as une personne qui distribue de l'information, de la valeur, des tips, des conseils ou je ne sais quoi à plein d'autres personnes. Là où une communauté, c'est plutôt un modèle en forme de toile d'araignée où tu as plein de membres et il y a des liens qui se tissent entre chaque membre, des informations qui circulent entre les membres entre eux, et tout le monde n'est pas forcément au courant de tout ce qui se passe entre tout le monde, parce que c'est vraiment un modèle où chacun peut échanger avec un autre membre de la communauté. Enfin, nous, on prend ce modèle-là, enfin, cette image-là, de se dire c'est l'audience, c'est un modèle en chandelier, une personne qui distribue l'information. La communauté, c'est un modèle en toile d'araignée où tu as tout le monde qui peut échanger les uns avec les autres. Et c'est beaucoup plus challengeant, je trouve, de créer ce modèle en toile d'araignée que de faire un modèle en chandelier où une personne distribue de l'information. Enfin, moi, en tout cas, c'est comme ça que je l'image. Je ne sais pas s'il y a d'autres personnes qui ont d'autres analogies ou qui veulent compléter. J'en ai une, mais moi, évidemment, c'est du point de vue vente. Pour bien expliquer la différence entre une audience et une communauté, je ne sais pas si vous avez entendu parler de l'histoire de Harry. Harry, A-R-I-I, qui est une influenceuse sur Instagram, qui a 2,6 millions d'abonnés et qui a décidé de lancer sa marque de t-shirt. Sur ces 2,6 millions d'abonnés, devinez combien de personnes ont acheté un t-shirt? Allez, dans le chat aussi, vous pouvez jouer. Et vous, les filles et Steph, allez-y, dites-moi, à votre avis, combien? Donc, pas en pourcentage, dites-moi juste, ouais, il y a 100, 200, 300, 400, 20 000 personnes qui ont acheté. Les filles, une petite idée? Il y en a, ils sont allés très loin quand même. Hein. Cassandra, 2. Samuel, 500 000. 12. Alors, vous y êtes presque, parce que sur les 2,6 millions d'abonnés, il y a 36 personnes qui ont acheté un t-shirt. Donc là, on voit bien qu'elle avait une audience et pas une communauté. Donc, tu peux avoir énormément de monde qui te suivent. Toujours est-il que si tu n'arrives pas à fédérer, c'est une audience, donc du coup, tu ne peux pas la convertir, on va dire. Mais voilà, pour moi, en fait, c'est un peu comme l'image le cas dont je me sers quand il faut définir une audience et une communauté. Déjà, je surkiffe ce que je viens d'entendre. Je rajouterai des trucs aussi, mais j'ai envie de... Bon, voilà, la parole est libre. Hein, le mic, il est à tout le monde. Hein, donc, Ouais, je rebondis sur ce que tu dis, Adélie, pour la petite anecdote. Quand on a lancé Marketing Flow, nous, au début, ce n'était pas une communauté, on était une newsletter. Et du coup, on envoyait une newsletter à... je pense qu'on était monté... au début, c'était les petits hacks marketing, devait y avoir genre 5-6 000 abonnés.
On a lancé ensuite une newsletter payante où là, on devait avoir, je pense, 400, 500 abonnés. Et après, on a lancé la communauté. Et on s'était dit, on va lancer la communauté, c'est sûr, les gens, ils sont trop chauds, ils vont kiffer. Ils vont direct s'inscrire à la communauté, ils vont payer plus pour pouvoir avoir un espace d'entraide où ils vont pouvoir parler les uns avec les autres parce qu'ils nous l'avaient demandé. Donc nous, on était en mode à fond sur notre produit, on y croyait, on s'était dit, vas-y, c'est sûr, ça va fonctionner. Et en fait, pas du tout. Ça marche pas comme ça. On a lancé la communauté, on a même, je pense qu'on a eu peut-être 50% des gens qui se sont abonnés, mais pas du tout la totalité, quoi. Alors que nous, on pensait vraiment que tout le monde attendait ça avec impatience. Nous, ça faisait des mois qu'on bossait dessus, on était là, c'est sûr, les gens, ils ont trop envie, ils sont trop chauds. En fait, pas du tout. Donc, du coup, ça rebondit bien sur ce que tu disais, c'est effectivement transformer une audience en communauté. Enfin, c'est pas du tout la même chose, une audience et une communauté. Et c'est pas parce que tu as une audience que tu as une communauté. Que tu as une communauté, quoi. L'inverse est plus vrai, je pense. Mais dans ce sens-là, ça marche moins bien. Ouais. Moi, je peux que abonder dans tout ce que vous dites. J'espère qu'on va trouver des points de désaccord parce que j'ai l'impression qu'on est tous tellement en empathie que tu sais, on va être ah ouais, c'est ça, oui, je suis d'accord. Mais oui, moi, l'analogie que je mettrais, c'est pour moi la vision que j'ai du social media, en fait, enfin de l'audience, ça va être beaucoup plus vertical. En fait, la communauté beaucoup plus horizontale, en fait, où chacun, en fait, a une importance aussi grande, en fait. Et, euh, euh, et, et, et avec ce sentiment de d'être actif, en fait, d'être impliqué, en fait, de sense of belonging. Il y a vraiment le sentiment d'appartenance, en fait, et c'est là où la puissance de la marque va jouer en fait un grand rôle pour moi de ce que j'ai pu observer dans l'adhésion, dans les différentes communautés que j'ai pu créer. Avec Canva, la puissance de la marque que ça, tu vois que c'est un ciment en fait fédérer énormément de liens parce que comme tu as beaucoup de brand love, ça va être un levier supplémentaire pour créer du lien en fait au sein de la communauté. Et c'est vrai que moi, j'ai tendance à dire que si c'est pas, il n'y a pas d'étude derrière ça, c'est un matrix que je me suis mis à moi. Mais en fait, si 50 à 60% de ton contenu, il n'est pas créé par ta communauté, t'es pas vraiment pour moi dans une communauté. Euh, En tout cas, j'ai pu voir que les communautés qui vraiment fonctionnaient le mieux, qui incarnaient plus les archétypes de la communauté, finalement, a pratiquement plus besoin de community builder. Tu as la meilleure communauté qui existe, en fait, tu dis, bah, ciao, je vais boire des mojitos, parce qu'en fait, tu as des initiatives qui sont prises par... moi, j'ai vécu des trucs de malade, quoi, avec, là, par exemple, à Canva, tu vois, des membres de la communauté sur une des communautés, parce qu'on a plein de communautés, qui ont créé un site web en interne pour les autres membres. Parce que, voilà, partage de la valeur, on veut aider les autres à performer, on veut les aider à s'élever. Et ça, je trouve ça vachement beau, quoi. Et on sait tous que créer du contenu, quand même, c'est time consuming, c'est énergivore et tout ça. Et donc, il y a une espèce de magie à un moment c'est pour ça, pour moi, il y a une espèce d'effet magique dans la communauté quand ça prend. C'est un peu comme une recette, en fait. Quand, tu sais, à un moment, tu as des éléments séparés, puis tu les fais comme ça, puis à un moment, ça y est, les saveurs, elles se mélangent, etc. C'est en train de donner quelque chose, en fait. Bah, en fait, il y a ça. Il y a dans le community building, dans la community-led growth, stratégie, là, vraiment, la stratégie. Tu as, en fait, t'as différents leviers à activer, comme ça. Je pense qu'on va en parler, mais moi, je suis un aficionado du onboarding. Pour moi, c'est le onboarding, c'est hyper important, en fait, dans une communauté. Mais tu as le gaming, la gamification, tu as les programmes ambassadeurs, en fait, au sein d'une communauté. Tu as plein de choses que tu peux mettre en place pour créer l'émulation au sein de ta communauté. Et en fait, quand tu as bien dosé tout, le sel, le poivre, etc., et que ça prend, franchement, moi, je ne sais pas votre expérience, mais
euh, toutes les communautés ne fonctionnent pas de la même manière. Moi, il y en a dans lesquelles j'ai besoin d'être beaucoup plus actif et il faut voilà, que je crée encore beaucoup de contenu parce que ça n'a pas encore pris. Mais il y en a une qui est la communauté des creators chez Canva et franchement, c'est juste incroyable, quoi. Ils créent le contenu, ils répondent à tous les commentaires, ils sont tout le temps hyper connectés. Ça, c'est du velours, quoi. Donc, je ne sais pas vous. Oui, alors tu parlais de recettes pour que ça prenne justement la communauté. Moi, j'ai un exemple d'échec et un exemple de réussite au sein de Swello. Donc, je suis arrivée il y a 3 ans et il y avait un groupe Facebook qui était déjà mis en place. Donc, c'était pour les utilisateurs. Ils pouvaient poser toutes leurs questions par rapport à notre outil, mais aussi toutes les réflexions par rapport au community management ou des conseils, des astuces, des tutos, ce genre de choses. Et petit à petit, on a assisté à la mort du groupe Facebook, en fait. Petit à petit, il y avait de moins en moins de messages, de moins en moins de réponses. Et on a essayé de relancer ça, donc en mettant à disposition des sondages, on partageait une astuce, par exemple, tous les lundis, ce genre de choses, mais ça n'a jamais pris. Donc voilà, on s'est dit, c'est tout, on laisse tomber le groupe Facebook, on va plus capitaliser sur ce qui fonctionne déjà. Donc par exemple, sur LinkedIn, on est très actif et sur Instagram aussi, et on n'a pas de groupe privé dessus. Mais on assiste vraiment à des réponses en commentaire de la part de nos abonnés. Donc, on se dit que ça fonctionne bien. Et en termes de réussite, donc l'année dernière, on a créé un événement physique ici à Toulon et on a rassemblé plus de 340 personnes. Et on s'est dit, waouh, enfin, c'est chouette. Et on s'est rendu compte que c'est les intérêts communs, donc à savoir le social media, l'influence, qui a rassemblé autant de personnes sur place. Et on s'est dit, oui, bah, ça a fonctionné pour le coup. Donc on est très content et on veut capitaliser dessus et faire un événement tous les ans pour rassembler les personnes en physique. Voilà, c'était juste un échec et une réussite. Ouais, c'est vachement important en fait de voir. Bah alors ouais, ça me donne une idée pour partager les échecs. Moi j'avais, c'est top aussi de voir ce qu'il y a les do's et don'ts. Et moi j'avais je pensais avoir une super communauté sur un sujet qui me passionne, qui est les sciences cognitives, avec une communauté qui s'appelle l'accessible pouvoir des neurosciences. J'avais 2000 membres dans ma communauté et en fait il s'avérait que ça s'est transformé en un espace d'autopromotion de coach et thérapeute, en fait, et le truc est juste, ne créez pas de valeur, en fait. Donc, en fait, c'est juste là, en le disant à haute voix, que je viens de réaliser quelque chose aussi, c'est que il faut, je pense que un des nombreux paramètres aussi, c'est la notion de don. Et donc, si tu es dans une communauté uniquement pour prendre, la communauté, en fait, elle va se tarir. C'est comme s'il y avait une espèce d'énergie, en fait, dans la communauté. Et s'il n'y a que des pompeurs d'énergie, en fait, en disant que je suis là que pour prendre et rien pour donner, en fait, ça va éteindre la communauté. Et ça, c'est un sujet, moi, que j'aime beaucoup partager aussi. C'est, en tout cas, moi, c'est ce que j'essaie de transmettre quand je crée une communauté, c'est la vision de la communauté et le système de valeurs qui va avec. Parce que ce en quoi je crois, c'est que, et c'est pour ça que j'aime autant la communauté, c'est que pour moi, ça fait plus appel à notre âme, quoi, en fait, à notre cœur, à nos émotions, en fait, plutôt que l'analytique, etc. Et ce que je me rends compte, en fait, c'est, je pense à Cédric qui est en train de nous écouter, qui a créé Umento, qui est une communauté d'entrepreneurs, mais il a créé la communauté dont il voulait faire partie. Et parce que le système de valeurs, en fait, des autres communautés d'entrepreneurs, ils se retrouvaient pas. Et il voulait que ça soit très orienté aussi bien-être, développement personnel, etc. Et au final, moi, j'ai eu la chance de rentrer dans cette communauté et de rencontrer in real life les membres. Et t'es bluffé, quoi. Tu te dis, c'est que des gens hyper inspirants. Et tu vois, tu as cette notion en dev perso, je sais pas si vous connaissez cette notion d'égrégore. L'égrégore, c'est un peu des personnes qui vibrent
à la même fréquence, qui ont genre un peu une même vision, etc. Et la communauté, en fait, finalement, ça réunit des gens qui vibrent sur la même vibe. Et donc, à une époque où on a besoin de mettre l'humain au centre et de recréer du lien avec la mondialisation, on a un petit peu tous éclaté. On n'a plus cette notion de village comme il y a 80 ans où on était autour du village. Finalement, on savait finalement un peu avec qui on allait passer notre vie, le métier qu'on allait faire et on allait entourer de notre famille. Là, on est un peu éclaté. Et donc, les communautés, ce que j'adore, c'est que ça recrée cette ambiance de village, genre même si on est digital. Et là, je peux que rebondir ce que qu'a dit Cassandra, c'est que communauté, ça ne veut pas dire que en ligne. Il y a le in real life et il y a plein d'autres choses à activer dans la communauté. Alors, j'ai préparé des questions, hein, bien sûr. Hein. Comment vous définiriez la relation entre les médias sociaux et la communauté dans le contexte actuel de la communication en ligne? Vous avez 2 heures. Prenez vos crayons. Alors, synthèse. Là, honnêtement, je passe mon tour. Les filles, à vous. Moi, le premier mot qui me vient, c'est complémentaire. Et d'ailleurs, c'était dans le pitch de la table ronde. Je pense que c'est très compliqué aujourd'hui de créer une communauté privée sans passer par les réseaux sociaux. Enfin, j'imagine que c'est possible, mais voilà, ça complique beaucoup plus. Et en plus, moi, ce que j'ai constaté de ma propre expérience, c'est que même une fois la communauté privée créée, en fait, la façon de créer du contenu sur les réseaux sociaux va permettre aussi d'engager au sein de la communauté privée. En tout cas, nous, c'est vraiment le cas. Je sais que par exemple, c'est nos stories Instagram qui jouent énormément sur l'activité qu'il va y avoir en interne dans la communauté sur notre plateforme. Donc, ça a vraiment un impact quotidien et très direct en fait. Moi, je veux bien compléter ce que tu dis, Emeline. Nous, chez Marketing Flow, je pense que les réseaux sociaux, ils ont 2 rôles principaux dans la communauté. Le premier, c'est un rôle de recrutement, entre guillemets. C'est que nous, c'est vraiment la vitrine qui nous permet de faire savoir que la communauté existe. Et je pense que 99,9% des gens qui nous rejoignent sur Marketing Flow suivent soit Pierre, soit moi sur LinkedIn et ont au moins liké et commenté un de nos posts. Donc ça, c'est sûr. Certains à 100%. Donc nous, quasiment tout passe par LinkedIn. Pas que, il y a plein de choses. On fait des démos, des newsletters. Enfin bon, il y a beaucoup de choses à côté qu'on a activées. Mais c'est vraiment ce rôle-là de porte d'entrée vers la communauté. Ça passe beaucoup, nous, sur LinkedIn. Du coup, toi, j'imagine, c'est plus sur Instagram, Emeline. Nous, on n'est pas du tout Ouais. sur ça. On a testé, on est des quiches, donc on a arrêté. On s'est concentré là où on est les meilleurs. Et ensuite, le deuxième rôle, et du coup, je rebondis sur ce que tu as dit parce que nous aussi, on remarque ça, c'est que les réseaux sociaux, en fait, c'est la prolongation de la communauté, elle se fait sur les réseaux sociaux. Et dès qu'on fait des posts LinkedIn, donc beaucoup Pierre, moi un petit peu et un peu notre page entreprise, on a quasiment, je pense, les 20 premiers commentaires, c'est quasiment tout le temps des gens de notre communauté. Donc, ils nous permettent aussi, eux, ils interagissent entre eux. On voit aussi pas mal de private jokes qui se font entre eux. Ils commencent à se connaître un peu à force de se voir dans les lives, pendant les afterwork et tout. Et du coup, il y a aussi ce truc de ça entretient la machine, quoi. C'est-à-dire que la machine roule, mais elle s'entretient aussi grâce aux réseaux sociaux. Et ça, je pense qu'aujourd'hui, on pourrait pas se passer des réseaux sociaux pour faire marcher la communauté. Tu parlais tout à l'heure, Steph, une fois que c'est lancé, après ça s'entretient tout seul. Moi, j'ai un avis un peu plus mitigé de mon expérience parce que on est peut-être une plus petite communauté, plus récente et tout. Mais il y a quand même besoin de toujours l'entretenir. Et les réseaux sociaux, c'est un des leviers qui nous permet, nous, chez Marketing Flow, d'entretenir cette roue, de faire en sorte que les gens continuent l'échange en dehors de la communauté. Et ça nous permet aussi de montrer au monde qu'il se passe des choses, qu'il y a des trucs qui se passent entre eux, qu'ils se connaissent, qu'il y a ils font du business ensemble. Enfin voilà, il y a des interactions qui se passent à l'intérieur de la communauté et ça nous permet de montrer aux gens que c'est pas du bullshit et que vraiment on a ce genre d'interaction aussi dans la communauté. Donc rôle essentiel aussi pour nous des réseaux sociaux, enfin de LinkedIn en tout cas. Peut-être qu'un jour on arrivera à comprendre comment fonctionne Instagram, TikTok, mais pour l'instant on est des quiches, donc on va se concentrer sur LinkedIn. On se donnera des tips. Nous, on se lance tout juste sur LinkedIn, donc tu vois, on va finir par faire le pont. Et du coup, ça ouvre le sujet passionnant de l'acquisition.
en fait. Et ça remet aussi au centre le sujet des typologies de communautés, puisqu'en fait, tu as des communautés clients qui, par exemple, pour des SaaS, n'ont pas trop cette problématique, c'est-à-dire que ceux qui vont gérer la communauté, c'est plus des Customer Success Managers qui, finalement, il y a les équipes de vente qui recrutent les clients, etc. Et en fait, ils font déjà ce travail de gestion de communauté en envoyant des newsletters et en organisant des événements, sauf qu'ils ne savaient pas que c'était une communauté. Eux, ils vont créer leur communauté client, etc. Et puis, il y a les communautés d'intérêt, en fait. Et voilà, moi, c'est un sujet qui me passionne aussi, c'est l'acquisition. Et là, j'ai une question, en fait, c'est dans votre ligne éditoriale, en termes de contenu et privilège du contenu, comment vous gérez? C'est-à-dire que, euh, par exemple, la dernière fois, j'ai parlé avec une personne qui était à l'origine d'une communauté, qui venait de lancer sa communauté et qui avait ses membres de sa communauté qui n'étaient pas contents parce que le contenu de la communauté était disponible en dehors de la communauté à 100% gratuitement, alors qu'eux payaient. Alors, obviously, ils n'étaient pas contents, moi non plus, je ne serais pas content. Donc, comment vous répartissez? Est-ce que vous créez un contenu 100% frais sur les médias sociaux et complètement différent, ou alors vous capitalisez sur un tout petit peu de contenu de la communauté que vous mettez en valeur? Je serais très, très intéressé de savoir quelles sont vos approches là-dessus. Je me permets de rebondir parce que nous, c'est un peu particulier peut-être et je pense que ça vaut le coup d'être relevé, c'est que nous, on ne crée pas de contenu enfin, jusque-là, parce que ça, c'est un peu prévu de le faire un peu plus, mais on n'a jamais créé de contenu à valeur ajoutée dans le sens théorique du terme. Nous, ce qu'on a apporté depuis le début, c'est des émotions uniquement. Et c'est grâce à ça qu'on a fait grandir notre audience et donc notre communauté, qu'on convertit aussi. Et aujourd'hui, vraiment, en 2 ans, on n'a encore pas commencé à créer du contenu théorique et de la valeur ajoutée en tant que telle. Donc, on peut aussi capitaliser sur d'autres choses. Et je pense que c'est important de le souligner. Après, là, bien sûr, maintenant qu'on a beaucoup de contenu sur la communauté privée en interne sur la plateforme, en fait, que les membres ont créé par elles-mêmes en s'entraidant, là, ce qu'on prévoit de faire, c'est du coup d'aller piocher par-ci, par-là dans les ateliers qu'il y a eu, dans les échanges qu'il y a eu sur la plateforme, ressortir quelques petits conseils, etc., de temps en temps pour dire, bah, tout ça, ça se passe sur la plateforme, et si tu en veux plus, bah, rejoins-nous, quoi. Mais voilà, il est aussi possible de faire autrement. Et comment tu partages ces émotions, en fait, sous quelle forme elles sont partagées, ces émotions? Alors nous, du coup, on n'était que sur Instagram, focus sur Insta depuis le début jusque-là, et ça s'est passé principalement avec, au démarrage, l'idée c'était que à chaque fois que les membres se retrouvaient en France, quelque part en physique, elles nous envoyaient une photo. Donc en fait, sur le compte Insta, déjà, il y avait les photos de partout en France, toutes les rencontres. Ça a été le début. En parallèle de ça, pendant cette période-là, moi, en story Insta, je partageais tout en mode, parce que j'étais solo derrière le projet, et c'était quand même compliqué à gérer solo. Donc, j'ai vraiment fait du public building et de la co-construction à 100%. Et au début, avec mon audience. Maintenant, c'est plus avec la communauté, mais au début, avec mon audience. Et du coup, ça, plus les photos des rencontres qui prouvaient qu'il y avait réellement quelque chose derrière, ça a créé un espèce d'engouement. Et au fur et à mesure, ça s'est un peu transformé. On reçoit moins des photos des rencontres parce que maintenant, c'est plus acté. Enfin, voilà, des fois, elles s'oublient et tout. Mais par contre, on va créer du contenu qui est soit un peu fun, même pour annoncer quelque chose, enfin pour transmettre une information, par exemple, on va mettre beaucoup de fun, on se prend pas trop au sérieux. Voilà, globalement, c'est plus, ouais, c'est ça, mettre des good vibes, comme on dit chez TPF, un peu partout, quoi. Mais vraiment pousser à l'extrême, je sais pas, mais en tout cas, on n'y va pas de main morte, quoi. J'adore. En fait, souvent, on dit qu'il y a un triptyque en création de contenu pour les communautés qui est inspiration, engagement, éducation. Et donc, tu as carburé en fait sur l'inspiration. Et c'est super inspirant du coup de se dire que tu peux driver une communauté. Alors moi, j'en suis convaincu. Et c'est un petit peu ma cam aussi, parce que je suis câblé comme ça. Mais ouais, c'est génial. Je trouve que c'est hyper inspirant pour l'audience, hein, parce que des fois, tu as des gens qui veulent créer des communautés, tu sais, qui sont à bloc dans
faut que j'éduque, faut que j'éduque. Je pensais à quelqu'un qui a créé une communauté sur le management et qui était, faut que je donne vraiment du comment on fait, du etc., etc. Alors que, voilà, inspiration, quoi. Top, top. Ouais, moi je suis partie du principe qu'on pouvait. Alors, je trouve que c'est hyper cool quand il y a de la vraie valeur, mais souvent au début, quand on veut créer de la valeur, qu'on n'est pas encore expert, et c'était mon cas du coup au démarrage, on va avoir tendance à donner des conseils bateaux où juste tu tapes la question sur Google, tu trouves la réponse, et ça, je me disais, bah, ça a aucune, bah, pour le coup, aucune valeur ajoutée du coup. Donc j'ai préféré tabler sur autre chose, tu vois, et finalement, c'est ce qui a marché aussi. Je pense que ça fonctionne aussi dans le sens où, enfin, parce qu'on est une communauté qui se veut pas justement dans l'éducation et dans la transmission d'informations à la base, mais plus dans sortir de la solitude, donc vraiment basé sur l'humain avant tout. Donc en fait, on a fait la même chose dans nos contenus. Et ça vient balayer un peu le syndrome de l'imposteur, quoi. Tu vois, parce qu'il y a plein de personnes qui se lancent pas parce qu'ils disent ouais, je suis pas assez à fond sur ce sujet, je suis pas assez compétent, etc. Alors que vas-y, t'aimes, parle avec le cœur, quoi. Et tu peux fédérer énormément de monde avec de l'enthousiasme et de la bonne vibe et du sourire et tout ça. Hyper inspirant. Top. Merci. Et Gagne, moi j'ai l'impression que tu avais envie de prolonger le truc, non? Non, mais c'est juste que nous, on a un modèle qui est complètement différent du coup de celui d'Emeline, où nous, on est parti à l'opposé à la base, Pierre et moi, on était freelance en growth marketing, on a accompagné des boîtes à impact positif, des startups sur nos compétences growth marketing et on les a aidés à dépasser le million d'euros de chiffre d'affaires. Et après, on s'est dit, plutôt que d'accompagner plus de boîtes, de créer une agence, on va documenter les stratégies qu'on a mis en place et on va les mettre à disposition d'autres entrepreneurs qui ont envie de faire avancer les choses dans le bon sens, d'essayer de diminuer notre empreinte écologique, de ralentir le réchauffement climatique, etc. Donc, nous, de base, on a créé la communauté parce qu'on voulait les aider, eux, à aller chercher plus de parts de marché et à être plus visibles, etc. Donc, on n'avait pas du tout la même mission de base. Donc, nous, on a créé la communauté justement sur de l'apport de valeur. Donc, pas du tout comme toi, Emeline. Et je pense que c'est juste deux choses, enfin, tout est OK quand tu crées une communauté, du moment qu'au début, tu sais pourquoi tu le fais, quelle est ta mission, qui tu veux faire entrer dans ta communauté, à qui ça s'adresse, ce que tu vas distribuer soit comme contenu, soit comme émotion, ou autre chose hein, d'ailleurs. Et du coup, c'est vrai que ouais, on n'a pas du tout le même modèle. Et la question que tu posais au début sur la part de ce que tu donnes en gratuit et ce que tu donnes dans ta communauté, nous, on se l'est posé directement. Et c'est encore un sujet aujourd'hui. Et souvent, nous, on a tendance, je pense que c'est un écueil dans lequel beaucoup de gens tombent, on a tendance à donner beaucoup gratuitement. Et à un moment donné, il y a un des deux, soit Pierre, soit moi, qui dit attends, là, t'es sûr, genre vraiment, ça sert. Enfin, les gens vont jamais tout consommer, on le sait. Des fois, ça nous est arrivé l'année dernière. Alors, petite anecdote. Le prix de Marketing Flow, tous les 6 mois, augmente de 100 € hors taxe, l'abonnement. Donc pour nous, c'est un grand moment de communication. On sait qu'il y a beaucoup de gens qui décident de nous rejoindre avant l'augmentation du tarif. Et la dernière augmentation de tarif, on s'était dit, on va lancer un challenge pendant une semaine où on va envoyer chaque jour une stratégie à activer, tirée du coup du contenu de la communauté qu'on va donner gratuitement pendant une semaine. Et on va essayer de mettre des petits challenges aux gens pour qu'ils fassent des trucs, pour qu'ils mettent en place des choses. Et à la fin, s'ils ont eu des résultats, ils auront sûrement envie de nous rejoindre. C'était un peu le truc de base. Et en fait, donc les contenus sont hyper quali. Enfin, il y a beaucoup de, voilà, c'est très activable, etc. Et en fait, les gens nous ont dit par mail, j'en ai trop, genre je n'arrive pas, c'est trop, j'arrive pas à suivre, ça me stresse, etc. Donc franchement, gros fail. On a eu énormément d'inscrits, mais en fait, on a juste stressé les gens parce que trop de contenu gratuit, quoi. Donc ça, c'était une bonne leçon où on s'est dit, t'as pas besoin. On se met souvent un peu la pression en se disant, faut donner. C'est vrai, il faut donner. Hein. C'est totalement un truc sur lequel on est aligné. Mais je pense pas que tu aies besoin de tout rendre gratuit, de doubler ton travail, de créer autant de contenu gratuit que ce que tu fais dans ta communauté payante. Je pense qu'il faut juste sélectionner les bons contenus qui vont avoir un vrai impact rapidement, directement sur ta communauté, sur tes prospects, ton audience, pour leur donner envie d'aller plus loin et de rejoindre ta communauté payante, quoi. Donc, c'est un peu un équilibre qui n'est pas facile à trouver, mais je pense qu'on tombe souvent dans le piège de je crée, je donne. Et en fait, on passe plus de temps à créer ce contenu qu'à vraiment montrer aux gens que ça peut avoir un impact direct sur nous, dans notre cas, sur leur vente, et que du coup, ils ont intérêt à rejoindre pour en avoir plus. Donc ça, c'est vraiment un équilibre qu'il faut arriver à trouver. Et nous, dans notre cas, on a tendance à toujours en faire trop. Et donc, il y en a toujours un ou deux qui fait, attends, là, on n'a pas besoin d'aller aussi loin. Enfin, voilà. C'est souvent un sujet qui revient. En fait, ça me rappelle, moi, une grosse croyance limitante que j'avais au niveau de la vente.
C'est-à-dire que quand tu vas faire payer un prix assez élevé à quelqu'un, son niveau d'attente va être hyper haut. Et en fait, j'ai entendu des closers et tenir le discours inverse et ça me faisait réagir, vraiment. Ça me crée énormément de friction interne, en fait, et donc ce qui est très bon signe, hein, puisque quand ça te crée de la réaction, c'est que généralement, ça vient frotter des croyances limitantes. Et donc, j'avais un programme à étiquette, en fait, qui était donc à 2 700 € pour 3 mois. Et, j'avais commencé à 1 500 €. Et il s'avérait que plus j'ai augmenté le prix de mon programme, plus j'avais du quali à l'intérieur de mon programme, plus j'avais de gens qui donnaient dans le programme, qui contribuaient, qui aidaient les autres et qui ne se plaignaient pas. Quand j'étais dans une démarche de dire: «Je vais faire aller au moins cher possible», en fait, et cetera, j'avais un peu, tu sais, ce que j'appelle la population pique-assiette, qui va tout vouloir gratuit, râler, se pomper l'énergie, et cetera. Donc c'est un truc, je voulais juste le partager parce que c'est venu vraiment bouleverser mon système de croyance, en fait, à ce niveau-là. Après, j'aimerais rajouter quelque chose aussi, c'est que il y a énormément de valeur donc, qui est en train d'être transmise à travers cette table ronde. Et on a Cyril Maître ici, qui est, écoutez bien, oui, j'étais surpris la première fois, mais donc champion du monde de mind mapping, comme j'ai dit au début, et qui est en train de retranscrire tout ce qu'on est en train de dire avec les tips, les bonnes idées, etc., sur un document graphé, donc un mind map, qui sera mis à disposition pour ceux qui rentreront dans la communauté donc de développe ta tribu .blog qui a pour but de vous faire monter en compétence sur le sujet du community building. Et je vais commencer à vous partager le lien ici. Et ce que je retiens déjà, donc je l'ai mis dans le chat, c'est un Google Form et je vous demanderai donc de bien le remplir parce qu'on ne pourra pas accepter nécessairement tous les profils. Mais ce que j'adore dans ce qui vient d'être dit déjà, c'est que il y a des stratégies et des approches qui sont relativement, j'ai pas envie de dire opposées, mais plutôt complémentaires. Et ça montre que une voie comme une autre est possible. Et j'ai envie de compléter ce qui a déjà été dit par, si vous voulez créer votre propre communauté, il y a un document qui s'appelle le Community Canvas, donc comme le Business Canvas, qui permet en fait de venir incarner notre communauté et l'organiser. Et donc, dès le départ, il y a une stratégie qui peut être mise en place. Et donc, on peut être très bien sur de la stratégie inspirationnelle et dire, OK, je vais bombarder là-dessus, ou alors être plus dans l'éducatif, dans le learning, ou être dans l'engagement, à fond, tout faire pour engager. Et il n'y a pas une méthode qui marche mieux qu'une autre, en fait. Je pense que ce qui est important, c'est d'être aligné avec ce qu'on fait. Et ce qui est assez intéressant, c'est que dans la communauté, tu te rends compte qu'il y a une grande partie qui est intuitive, en fait, qui est instinctive et intuitive. Et on est en train de modéliser ce qui fonctionne, parce que c'est un métier qui est tout neuf. Et Cassandra et Adélie, j'avais envie de vous entendre sur comment vous construisez votre ligne éditoriale par rapport à justement ce sujet de inspirer, éduquer, engager. Est-ce que c'est quelque chose que vous mettez vous prenez en compte dans votre création de contenu? Alors moi, je me permettrais de rebondir déjà juste sur le prix. C'est voilà, c'est juste que j'avais envie de rebondir là-dessus. Pour le prix, vous avez totalement raison. Plus tu vas être bas, malheureusement, et plus les gens vont acheter un prix et non une valeur. Donc c'est pour ça qu'il faut jamais, au grand jamais, se brader. Sauf peut-être au début, niveau stratégie et autres, ça peut être intéressant, mais c'est rare. Faut jamais se brader parce que les gens, ils vont acheter un prix. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas là pour vous, ils seront là pour le prix. Et du coup, l'engagement ne sera pas le même, les attentes ne vont pas être les mêmes. Donc du coup, j'invite toujours niveau prix à toujours être un peu plus haut que ce que nous, on voudrait. Parce que déjà, ça aide à croire en soi et à son produit. Et après, on peut être très agréablement surpris. Parce que souvent, ça fonctionne. Parce que les gens qui nous suivent, parce que souvent, quand on fait un achat, c'est pour quelqu'un et non pour vraiment ce qu'il vend.
puisqu'aujourd'hui, en fait, tout le monde fait la même chose, entre très gros guillemets, hein. Mais pour être différenciant, ils achètent pour tes valeurs, en fait, pour le fameux why de Simon Sinek et autres. C'est pour ça qu'ils achètent. Donc, n'aie pas peur d'avoir un prix que tu juges haut, parce que les gens sont prêts. J'adore. Il y a Cédric qui dit si tu es à l'aise avec ton prix, c'est que tu ne vends pas assez cher. Ouais, il y a un gros truc comme ça qui, en effet, est très répandu et qui est vraiment pas faux. C'est qu'en effet, si tu es bien à ton prix, il ne faut pas hésiter à augmenter. Dès que tu vois qu'il y a un plateau, reste dessus, tout simplement. Totalement d'accord avec Cédric. Et donc, du coup, pour cette fameuse question de ligne éditoriale, pour la ligne éditoriale, oui, en effet, je fais partie de la catégorie vraiment valeur. C'est-à-dire, en gros, moi, mon but à chaque fois, c'est vraiment d'avoir beaucoup, beaucoup de valeur ajoutée. Maintenant, j'essaie d'inclure du storytelling. Mais il est vrai que je suis plus team éducation, on va dire, dans ce que j'apporte. C'est pour ça aussi que je peux faire moins de vues, parce qu'en fait, même quand tu regardes sur YouTube et un peu partout, toutes les personnes, on va dire, qui se focalisent sur la valeur, c'est-à-dire tout ce qui est vulgarisation scientifique, histoire et autres, il y a toujours moins de vues que, par exemple, des créateurs de contenu lifestyle. Je dis pas que ces gens apportent moins de valeur, mais ils apportent plus de divertissement. Et du coup, pour tout ce qui est valeur, j'ai moins, je pense, de visibilité que d'autres créateurs, mais cependant, les gens sont beaucoup plus engagés, d'une certaine façon. Et on va dire, tu gagnes plus de crédibilité. Dans l'inconscient collectif, quand quelqu'un partage sur une expertise ou autre, dans les yeux du public, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais c'est un biais, c'est plus tu vas partager sur ton savoir et d'autres choses, plus les gens, pour eux, tu vas paraître intelligent. Alors des fois, ce n'est absolument pas le cas, mais par exemple que McLesguy de Egal M6, dans notre tête, on dit « Ah, il est super intelligent », alors qu'en fait, c'est un présentateur, donc se trouve, on ne sait pas s'il sait ni quoi que ce soit, mais dans notre tête, c'est quelqu'un de très intelligent. Le biais de la tartine. Mégane. Vas-y, dis-moi, Mégane, prends la parole, c'est ton temps. C'est ça, moins t'en as, plus tu l'étales, c'est ça? C'est ça que tu veux dire? Ouais, j'adore. Le biais de la tartine, putain, je vais le garder celui-là. Mais voilà, en gros, le petit truc, et je laisse la parole. Oui, je suis d'accord avec toi, Adélie, sur LinkedIn. Parfois, on voit des posts très bien storytellés qui cartonnent alors qu'il y a zéro apport de valeur. Et à côté, une publication avec des tips actionnables qui peinent à faire des vues et des commentaires. Mais bon, après, ça, c'est le jeu sur LinkedIn. Donc, c'est pour ça il faut savoir doser, faire un mélange entre plusieurs piliers de contenu. C'est pour ça sur Swello, en fait, j'essaie vraiment de m'adapter à notre cible. Donc, pour rappel, ce sont des community managers qui vont utiliser notre plateforme. Donc, je crée du contenu spécifiquement pour eux, donc en leur proposant des conseils, des astuces, des tutos et aussi parfois des citations un peu bien-être parce que quand on travaille sur les réseaux, on a tendance à s'oublier, à être hyper connecté, à ne pas avoir de frontières un peu pro-perso. Et donc, c'est pour ça on va beaucoup partager de conseils pour prendre soin de sa santé mentale. Et je pense que c'est important d'agrémenter un peu sa ligne édito de sujets un peu qui se complètent. Ouais, je suis d'accord. Moi, j'ai opté pour ça aussi. Après, voilà, c'est toujours en phase avec notre ADN, etc. Et puis, oui, pour le contenu, c'est vrai que tu as de la création de contenu qui va avoir pour but d'augmenter ton audience et de faire grandir ton audience et de capter. Puis, tu as d'autres créations de contenu qui sont là un peu plus pour convertir. Et donc, c'est vrai que les indicateurs de performance, que ce soit voilà, il faut être, je pense, au clair sur les objectifs du poste. Et donc, si tu as un poste qui est là pour convertir et faire rentrer des gens dans ta communauté, bah, effectivement, il se peut qu'il n'y ait pas à fond de likes, de partage, etc. Et puis, tu as des posts qui sont là pour capter une plus grande audience. Alors, on a plein de questions encore, hein. Alors, quels sont selon vous les principaux avantages de l'utilisation des médias sociaux pour renforcer une communauté en ligne? Pour moi, on y a répondu déjà. Euh, Quels sont les défis les plus courants que vous avez rencontrés en essayant de construire et de maintenir une communauté active sur les médias sociaux? Je vous en balance 2-3, et parce que peut-être que vous allez estimer qu'on peut venir compléter autour de ces questions. Pouvez-vous partager une expérience où les médias sociaux ont joué un rôle crucial dans le développement ou le maintien de votre communauté? Est-ce que je passe d'autres questions encore?
ou vous avez de quoi compléter en fait ces 3 questions? Je vois que Megan a envie de dire des choses. Non? Allez, dis. J'essaie de réfléchir. Non, non, je réfléchis pour avoir des exemples percutants qui sont significatifs. Mais tu peux redire la première question que tu avais dit, Steph? Bien sûr. Quels sont selon vous les principaux avantages de l'utilisation des médias sociaux pour renforcer une communauté en ligne? Pour moi, vous y avez répondu en fait, déjà. Ouais, Oui, je oui, pense. on a dit que c'était complémentaire. Après, Ouais. ce qui est intéressant sur la seconde question, c'est les difficultés auxquelles on peut faire face pour créer une communauté. Et l'une des principales difficultés, je ne sais pas pour les autres, c'est vraiment de fédérer, d'arriver à attirer l'attention, de fédérer, de voir perpétuellement les gens qui vont se sentir investis et qui vont vouloir partager. Et vraiment arriver à pousser les gens à partager et à s'exprimer et à s'investir, je trouve que c'est vraiment la chose, moi personnellement en tout cas, qui est la plus difficile. Après, qu'en pensez-vous les filles? Mais effectivement, je crois qu'on n'a même pas encore prononcé le mot engagement depuis le début, mais enfin, je crois, mais je pense que c'est clairement la clé et c'est un peu à ça, je pense, dont tu fais référence. Et l'engagement qu'on a sur les médias sociaux va jouer, encore une fois, sur l'engagement qu'on peut avoir dans une communauté privée. Donc, ça se fait par ricochet. Et d'ailleurs, j'ai vu qu'il y avait une question de Samuel dans le chat, comment développer et renforcer le sentiment d'appartenance. Et je pense que pour moi, ça se rejoint aussi un peu, si justement on fait le lien avec la communauté privée, parce que quand on va réussir à engager, donc à fédérer une communauté, enfin du coup une audience sur les réseaux sociaux, derrière, ça va renforcer le sentiment d'appartenance à la communauté privée aussi pour ces personnes-là. Et sur le comment, bah, je pense qu'il y a encore une fois plein de chemins pour le faire. Et pour ma part, je dirais que pour renforcer ce sentiment, il y a le branding qui va jouer beaucoup, le branding de la marque, tout simplement. Le personal branding aussi peut jouer d'ailleurs. On parlait tout à l'heure des valeurs et je pense que bah, justement le fait de transmettre, plus les valeurs vont être marquées entre guillemets, et je parle pas voilà, d'extrême ou quoi que ce soit, mais juste vraiment transmise de manière claire et assumée, en fait, plus assumée, on va dire. Bah, je pense que du coup, ça va être des personnes qui vont plus se ressembler, qui vont se réunir et être amenées à échanger. Et c'est là où le sentiment d'appartenance va être renforcé, puisqu'on va se sentir plus à sa place, en fait. Et du coup, par ricochet, plus s'impliquer dans la communauté, voilà. Voilà. Je pense qu'il y a d'autres choses à compléter, mais je laisse la main pour les autres points. Mm. Vas-y, Steph. Non? Ouais, OK, tu as lu dans mes pensées, hein, parce que Oui, j'ai vu que tu levais la main il y a aussi. un Vas-y. il y a un mot-clé, en fait, qui me vient, en fait, sur ce sujet, qui est le leadership. Mm. Et j'ai écrit un article là-dessus, sur ce sujet, parce que c'est aussi un sujet qui me tient vachement à cœur, c'est les différents types de leadership qui existent. Et dans les différents types de leadership, tu as le leadership un peu, pour moi, old school, qui est le leadership champion. C'est bon, moi, je sais tout. OK, je suis arrivé au sommet de la montagne. OK, venez, suivez-moi. Je vais vous éclairer. Tu vois, le leadership Messi, quoi, tu vois, un petit peu. Et j'aime beaucoup, moi, le leadership de venez, on construit ensemble. OK, je sais pas beaucoup mieux, en fait, que vous, mais j'aimerais trop aller là, en fait. J'aimerais trop aller sur cette montagne. Ça vous dit, on y va et tout? Peut-être on va galérer et tout. Moi, je suis allé un peu là-bas, je me suis pris des ronces. Je me suis dit, bah, il faut peut-être pas aller par là, faut revenir, etc. Et ce leadership où bah, le soir, on est autour du feu et on est tous ensemble, etc. Et en fait, il y a 4 types de leadership. En fait, tu as le héros malgré lui aussi. Donc, je fais de la pub, hein, désolé, mais bon, vous allez retrouver aussi l'article qui vous intéresse, vous le retrouvez sur develop-ta-tribu.blog. Et, et je me rends compte que parmi les leaders de communauté que j'ai pu déjà interviewer, tu as différents types de leadership. Et forcément, en fait, le style de leadership que tu vas utiliser, il incarne un système de valeurs et une vision. Et donc, les gens, ils vont fitter avec toi parce que, sans le savoir, en fait, ils partagent le même système de valeurs. Et donc, pour le coup, tu as quand même un truc pour le sentiment d'appartenance qui est, il y a une vision quand même. C'est-à-dire,
au final, il y a quand même une vision inconsciente de cette communauté-là, on a pour but d'accomplir ça, en fait, tous ensemble. Il y a un peu quand même une oasis, quoi. Et en fait, il y a un paradis, il y a une destination rêvée, en fait, dans laquelle on aimerait tous aller. Et pour moi, c'est ça qui quand même drive les gens, en fait, au final. Moi, je vois très bien à Canva, tu vois, c'est d'abord en fait le Empower the World to Design, tu vois, de démocratiser le monde du design et d'aider en fait, de rendre le design accessible à des gens qui n'auraient pas forcément les moyens de faire appel à une agence de com. Enfin, tu parles une association, par exemple, qui œuvre pour le bien et qui a pas les moyens. Quelqu'un qui veut organiser son mariage, par exemple, et qui n'a pas les moyens de faire appel à un wedding planner, en fait, et qui néanmoins, elle a quand même envie d'avoir des supports de com qui sont vachement classe. Et en fait, il y a une valeur mission, en fait, mission driven, qui est vachement importante. Et donc, moi, je pourrais donner, j'ai envie de quand même donner un conseil. En tout cas, c'est les gens que j'accompagne dans la création de leur communauté, c'est souvent ce conseil-là que je donne, c'est quand même bien d'avoir une vision, quoi. C'est quand même bien d'avoir une vision. Et après, il y a plusieurs styles de leadership pour la transmettre. Mais je ne sais pas ce que vous en pensez, mais en tout cas, pour moi, j'ai pu observer que quand tu transmets une vision, tu as vraiment derrière des personnes qui vont dire ouais, moi je suis in, je suis in, je suis in, on y va, on y va. Et en fait, il va y avoir une implication et je suis toujours surpris de la générosité de l'être humain en fait quand il est au service de quelque chose de plus grand que lui, en fait. Voilà, c'est juste ce que je voulais partager. Et comme je ne sais pas faire sans passion, Ouais, je veux bien compléter tout ce que vous avez dit avec... là, je viens de noter en y repensant, il y a 4 choses hyper concrètes que nous, on a faites chez Marketing Flow pour renforcer ce sentiment d'engagement. Parce qu'en fait, au début, clairement, on a lancé la communauté et comme je vous disais, on s'était dit, yalla, tout le monde va être super content, les gens vont échanger. En fait, pas du tout, il se passait rien dans l'espace d'entraide. On a même un membre qui nous a dit, ouais, t'as dit que c'était une communauté, en fait, il y a pratiquement personne qui parle, etc. Donc, on s'est beaucoup remis en question. Il y a 4 choses, je pense, qui ont vraiment eu un impact fort pour nous. La première, c'était, mais ça on l'a fait dès le début, de fermer les portes. C'est-à-dire que, pour rebondir sur ce que tu disais, Steph, sur la question de la vision, on s'est mis d'accord avec Pierre. Nous, la mission de Marketing Flow, c'est d'aider les entreprises à impact à aller capter des parts de marché et donc à croître et à faire en sorte, du coup, d'aller vers un monde plus durable. Et donc, nous, ce qu'on a fait, c'est on a fermé les portes. Ne rentre pas qui veut dans la communauté. C'est-à-dire, il faut que tu postules. Donc, on a complètement cassé les codes du growth. Normalement, en marketing, on te dit il faut que l'expérience soit fluide, il faut que l'utilisateur y ait le moins d'étapes possible entre le moment où il te découvre et le moment où il passe à l'achat. Nous, on a fait complètement le contraire. C'est-à-dire que tu viens, tu participes à une démo si tu as envie, tu postules, on valide ta candidature, on regarde que tu as effectivement une boîte qui a des engagements. Ensuite, on t'envoie un lien pour payer et pour rejoindre Marketing Flow. Donc, nous, on a vraiment fermé les portes. Et ça, pour être honnête, je pense au début, quand on a lancé Marketing Flow, pendant les 3 premiers mois, on a refusé 70% des gens qui candidataient. Donc, quand on est une petite boîte comme nous, que 2, je peux vous dire que c'est un sacré chiffre d'affaires en moins. Mais en même temps, c'est ce qui a fait que toutes les personnes qui étaient dans la communauté se sont senties hyper appartenir et se sont dit là je suis sûre, ils ont fait le filtre, je suis sûre que les gens avec qui je vais me retrouver, ils partagent mes valeurs, ils sont là pour les mêmes raisons que moi, on se ressemble, etc. Donc vraiment ça, je pense que ça c'est la pierre angulaire chez nous du sentiment d'appartenance. Je dis pas que c'est la seule méthode, je partage nous ce qu'on fait chez nous. Donc ça c'était un des 4 piliers. Le deuxième, ça a été de vraiment on s'est rendu compte que les gens, t'as beau être en sentiment de confiance, ils se sentent pas légitimes à prendre la parole. Ils se sentent pas légitimes à interagir. Et donc, on fait un gros taf avec Pierre de rassurer les membres sur tu as toute légitimité à donner ton avis sur quelqu'un qui demande un conseil sur sa landing page. Tu es peut-être pas expert landing page, mais tu es consommateur, tu es un visiteur, tu es un potentiel client. Tu as toute ta légitimité pour dire je comprends pas ta phrase, je comprends pas ton logo, c'est pas clair, je sais pas comment je dois faire, etc. Donc il y a vraiment ce truc de rassurer les gens sur tu peux interagir, tu es légitime, vraiment de les empouvoirer, si on peut dire en français, mais vraiment de créer cet espace où ils se sentent confiants et ils se disent, OK, j'ai toute ma légitimité pour interagir. Donc ça, c'est vraiment la deuxième action. Et au début de chaque live qu'on fait,
on diffuse une slide sur laquelle c'est marqué n'hésite pas à donner ton avis, tu as toute la légitimité pour le faire. Et donc, on crée vraiment ce truc-là et on fait, nous, le rôle de distribuer la parole, le ping-pong, genre, n'hésite pas à prendre la parole, tu peux, est-ce que tu as ton avis à donner et tout. Donc ça, c'est la deuxième action. La troisième, c'était, comme tu disais, du coup, Emeline, je pense au début de TPF, nous aussi, on a vécu ça, de co-construire ta communauté. Parce qu'en fait, toi, tu arrives avec une vision, donc tu poses les bases. Nous, on a filtré l'entrée, mais après, il faut laisser l'opportunité aux gens de s'investir et de co-construire la communauté dont ils rêvent, en fait. Je ne sais plus qui était dans le chat et qui disait, en fait, on a créé moi, j'ai créé une communauté, la communauté dont je rêvais de faire partie. C'est Umento, c'est ça? Je crois, je ne sais plus quel est le prénom de la personne, mais Umento, Cédric, du coup. Et en fait, c'est de se dire, nous, en tout cas, on a demandé à nos membres, qu'est-ce que vous attendez de la communauté, comment vous avez besoin qu'on vous aide, etc. Et c'est comme ça qu'on a créé des lives. Au début, on n'avait pas de live, c'était juste un espace d'entraide. Et en fait, les gens nous ont dit, moi, j'ai besoin d'échanger en vrai parce que par écrit, c'est difficile. J'aimerais bien avoir des avis d'autres personnes. Et donc, on a créé comme ça des lives SOS Marketing. Tu viens avec une problématique et tu profites des personnes qui sont en live pour t'aider, qui vont te faire des retours d'expérience, te donner des conseils et tout. On est généralement entre 5 et 10. Ça fonctionne hyper bien. Et ça vient pas de nous, ça vient des membres qui nous ont dit, j'ai besoin d'aide. Donc, on a co-construit comme ça à quoi va ressembler la communauté. Et du coup, je finis là-dessus parce que je ne veux pas faire un monologue, mais c'est vraiment un truc sur lequel on a beaucoup bossé. Le dernier point, le 4e pilier qu'on a mis en place pour renforcer ce sentiment d'appartenance, c'est qu'en fait, on s'est rendu compte qu'il y a des membres qui ne demandent que ça, d'être investis. Il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a quelques-uns qui ont plein d'idées, qui ont envie de donner de leur temps. Et du coup, il faut arriver à leur donner l'espace pour qu'ils puissent prendre en main certains sujets de la communauté. Et donc, par exemple, nous, on a une membre qui s'appelle Léa Guénifé, qui nous a dit un jour, moi, j'ai plus de temps pour prendre des clients. Elle est freelance en Google Ads. J'ai plus de temps pour prendre des clients, mais j'ai quand même envie de les aider. Est-ce que je peux pas faire des audits gratuits de certaines boîtes de la communauté de temps en temps pour les aider? Et nous, on a dit, vas-y, feu banco, quoi. Trop bonne idée. Donc, on lui a totalement laissé l'opportunité de faire les audits à son image comme elle en avait envie. Donc, elle a créé un template Notion. Et du coup, maintenant, c'est tous les 2 mois. Il y a un audit gratuit proposé par plusieurs membres de la communauté parce qu'après, il y en a d'autres qui ont eu envie de faire pareil sur d'autres sujets, le graphisme, etc. Et donc, ça, c'est un truc qu'on a continué, qu'on continue à co-construire avec eux et de leur laisser la place, en fait, de s'exprimer et de prendre la place qu'ils veulent dans la communauté. Donc, il faut arriver à repérer ces personnes-là et en fait à créer comme ça, leur laisser l'opportunité de prendre en main les sujets, même s'il faut les accompagner parce que faut quand même, c'est nous qui portons en tant que community lead, enfin, qui construisons la communauté, on porte la mission, donc il faut s'assurer que ça rentre dans la mission et la vision. Mais voilà, d'arriver à repérer ces personnes-là dans la communauté qui sont super engagées, qui ont envie de s'engager et leur donner la place pour s'engager. Voilà, je finis là-dessus. Je voulais juste partager ces 4 conseils. Je suis entièrement d'accord avec ça. Tu as des profils, on est tous câblés différemment. Tu as des profils cognitifs qui, je dirais, c'est 5 à 10% d'une communauté qui sont comme ça, câblés dans je donne à fond. Et en fait, ça, c'est pour nous des signaux très forts que ça va être des candidats excellents pour devenir ambassadeurs de la marque. Et là, j'invite vraiment à chacun ensuite de réfléchir sur vraiment créer et développer des programmes d'ambassadeurs, en fait, c'est encore une communauté dans la communauté, en fait. Il y a un onboarding spécial pour les ambassadeurs et de bien aussi valoriser ensuite ce qui est fait, parce que c'est vrai qu'ils sont énormément dans le don, il y a énormément de générosité, mais il faut aussi vraiment empower, comme on disait, voilà, les faire briller, parce que je trouve que c'est chouette aussi dans une communauté, c'est essayer en tout cas, quand on a un leadership qui n'est pas le leadership champion, c'est plutôt faire briller les autres dans la communauté plutôt que briller nous-mêmes. Et voilà. Empouvoirer, j'adore. je reciterai exactement. Je pense que ça vient pas de moi, hein. Je l'ai déjà vu quelque part passer sur les réseaux. Je ne suis pas l'auteur de ce mot. J'aime bien. Question plus technique pour vous. Vos communautés, elles sont où? Sur quelle plateforme? Eh ben, c'est une grosse question que je me pose. Voilà, donc les filles, allez-y, donnez des tips parce que voilà, c'est le moment. Nous, on utilise Mighty Networks.
Je peux l'écrire dans le chat si Ah vous ouais, voulez, ouais, mets-le, parce que mets-le, mon je accent pense. n'est pas fou. Je Tac. connais plus du tout. Multi Networks, qui est un outil payant. Nous, on a la version, je sais plus comment elle s'appelle, mais la version intermédiaire, on va dire. Et on peut déjà faire beaucoup de choses. Et la version d'au-dessus, c'est le truc un peu sur mesure où il faut faire un call avec eux et je ne sais même pas comment ça coûte. Et c'est plutôt pas mal, franchement. Je crois qu'initialement, c'est un outil qui a été créé plus pour les personnes qui faisaient des formations en ligne et qui, du coup, voulaient créer une communauté de produits autour de leur formation. Et finalement, bah, ça dévie vers des communautés d'intérêt et autres. Donc, en fait, on peut y faire pas mal de choses. Nous, on a un peu utiliser, on va dire, à notre sauce, justement, cette partie qui était plus initialement dédiée à de la formation, vu que nous, on ne fait pas du tout de formation. Par contre, on fait plein d'ateliers qui sont animés par les membres elles-mêmes et aussi des masterclass qui sont animés par des intervenants externes. Et en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on met tous les replays de ces lives-là sur la partie qui était initialement dédiée à de la formation en ligne. Et puis le reste, après, ça va être des espaces d'entraide classique, j'ai envie de dire, la barre de recherche qui permet d'avoir vraiment un annuaire, en fait, on peut chercher un métier, n'importe quoi, un mot-clé, quoi, et trouver tous les posts qui ont été, tous les posts, tous les profils de membres où le mot-clé apparaît. Donc c'est cool pour ça aussi, et c'est pas mal personnalisable, donc on a pu quand même modéliser un peu à notre image. Good. C'est intéressant parce que du coup, tu as une communauté en fait très orientée éducation, finalement. Enfin, je sais pas, tu me diras ou non, mais du coup, de par le choix, la manière dont tu le présentes maintenant, j'ai une perception plus éducation de la communauté, mais avec une ligne éditoriale en fait média social qui est beaucoup plus inspirationnelle. C'est comme ça ou ça marche? Alors, je dirais pas que j'ai une communauté d'éducation, même si bien sûr on a, parce que justement, demande des membres, on a intégré au fur et à mesure des ateliers, des masterclass, mais c'est loin d'être la seule chose et enfin, ça fait partie des choses qui marchent très bien, donc on continue et les membres adorent ça. Mais l'essence même de la communauté est ailleurs quand même. Et ce qu'il faut savoir, c'est que les ateliers qui ont lieu vraiment toutes les semaines, c'est sur base de volontariat, c'est animé par les membres elles-mêmes, du coup, sur leur expertise à chaque fois. Donc, c'est sur des sujets hyper variés parce que nous, on a des entrepreneuses de tout secteur. Des fois, ça va être des entrepreneuses, ça dépend en fait tout niveau, quoi. Donc, en fait, ça permet aussi pour elles de s'entraîner un peu finalement à animer un atelier dans un cadre bienveillant. Donc voilà, on n'est pas forcément sur. Alors, au final, on est hyper étonné de la valeur de ces ateliers. On ne pensait pas que voilà, on les paye pas pour faire ça, etc. Et finalement, globalement, il y a une valeur de fou. Mais voilà, ça reste de l'éducation, mais sans que ce soit nous qui poussions la théorie en fait vers elles, quoi. C'est elles qui D'accord. la créent entre elles et qui croquent leur connaissance comme ça. Et le choix qui t'a amené à choisir cette plateforme, c'est quoi? Les critères? Alors au début, on était sur Discord au tout début et j'ai pas du tout kiffé et elle non plus. Donc bon voilà, ça a été vite vu. Ah, C'est pas du tout pratique pour la simple et bonne raison que nous, bah, du coup, l'échange a vraiment une place importante dans la communauté et en fait tous les messages se perdaient sur Discord, donc c'était juste ingérable. Et donc j'ai cherché d'autres outils. Je pense que l'autre, il me semble que c'est celui que Marketing Flow utilise, c'est Circle. Je crois que c'est ça. Et j'avais comparé avec celui-là et j'ai choisi Mighty dans mon souvenir parce que c'était un peu plus personnalisable et parce que il y avait, alors je sais plus exactement les différences, mais il y avait quelques trucs que je pouvais faire sur Mighty qu'on ne pouvait pas faire sur Circle tout simplement. Je crois qu'au niveau des tarifs, c'est kiff-kiff. Voilà, mais on avait dit entre les deux. Top, merci pour ce partage. C'est super instructif, hein, parce que c'est une vraie question hein, quand même, hein, sur quelle plateforme je lance ma communauté. Donc, et toi, du coup, Megan, c'est sur Circle? Ouais, nous, on est sur Circle. Ça s'appelle circle.so. C'est un outil américain. On avait aussi fait pas mal, enfin, on avait réfléchi à Slack, WhatsApp, groupe Facebook, Discord. Moi, Discord, je suis comme toi, je comprends rien à ce truc. Genre, je suis complètement perdue. Je trouve que c'est vraiment pas pratique. Il y en a partout. Donc, j'ai pas du tout aimé l'expérience. Et on a choisi Circle parce que nous, en fait, bah, du coup, comme on a une plateforme quand même, il y a une grosse base de contenu à consommer, des tutos, etc., qu'on a construit nous-mêmes en no-code, on avait besoin d'un outil qui se plug facilement à tous nos autres outils de no-code parce qu'on a un stack, un environnement d'outils assez complet et avec beaucoup, beaucoup d'outils. On en a, je pense, une dizaine différents.
rien que pour faire fonctionner Marketing Flow. Et du coup, Circle, ça se mettait bien avec Webflow, avec MemberStack, JetBoost, enfin voilà, tous les outils qu'on avait à côté. Donc, on a choisi Circle pour ça. Et après, nous, en fait, pourquoi Circle n'est pas un outil de discussion instantanée comme Slack ou Discord? C'est tout simplement parce que comme nous, on a une vocation à éduquer, à former, on a vraiment ce truc-là, on avait besoin d'un outil où en fait, il fallait que les gens puissent faire des réponses hyper complètes avec des bullet points, des images, des vidéos. Et en fait, du coup, c'est vrai que le point négatif de Circle, c'est qu'il y a moins de discussions instantanées. C'est pas un outil qui est hyper optimisé pour ça. En revanche, quand quelqu'un pose une question genre « J'ai lancé mon site internet, est-ce que vous pouvez me faire des retours? Qu'est-ce que vous en pensez ?» Là, on a toujours entre 5 et 10 membres qui répondent des pavés, mais vraiment des pavés énormes. Alors, point 1, j'aurais fait ci, bullet point, je te mets un screenshot, lien vers une vidéo, un podcast que j'ai écouté. Enfin, et du coup, on a vraiment des réponses hyper construites, hyper structurées, très, très grandes. Et ensuite, l'avantage, c'est qu'on peut prendre comme c'est un peu un format forum, on peut prendre un lien vers un post en particulier. Donc, par exemple, là, on a un membre qui s'appelle Mathieu Youngfer qui avait créé une boîte qui s'appelait Atelier 1, qui vendait du coup des fringues éco-responsables pour les femmes. Et lui, il avait fait un JTTF1 et il avait demandé des conseils. Et il y avait genre peut-être 30 personnes qui avaient fait des retours. Et après, après son JT, il avait recomplété avec des commentaires sur son retour d'expérience et tout. Et donc là, maintenant, dès qu'on a quelqu'un qui nous dit « je fais un JT, je sais pas quoi faire », boum, lien vers ce post-là. On lui dit « regarde, là, tu as un pâté avec plein de gens qui ont donné des idées. » Et du coup, ça, c'est un truc que tu peux pas faire sur Slack ou sur Discord. Et voilà. Donc, nous, on avait choisi un outil plus type forum pour ça, en fait, principalement. Top. Envie de compléter, Adélie, Cassandra, là-dessus? Alors, Non, comme je te le disais, pardon. Nous, on avait un groupe Facebook de base, mais pas du tout monétisé. Donc, il n'y avait pas vraiment, il n'y avait pas du tout de rémunération. Mais après, ça s'est un peu laissé mourir et je pense que c'est un peu avec la tendance. On a tous envie de délaisser Facebook pour plusieurs raisons. Donc, je pense que c'est pour ça qu'il n'était plus très actif et on s'est posé la question, est-ce qu'on migrerait pas vers une autre plateforme? Donc, c'est trop cool d'entendre parler de Mighty Networks et de Circle parce que ça donne des idées. Donc, merci beaucoup en tout cas. T'as aussi Melting Spot dans l'idée, du coup, que Steph a interviewé du coup, le fondateur, mais c'est un peu le même genre d'outils. Bon, il est différent, il a d'autres avantages et d'autres inconvénients. Mais... Ok, je note alors. Merci. Qui intègre le constat qu'il avait fait, c'était il avait interviewé plusieurs community builders dans le monde et plusieurs communautés, en fait, membres de communautés. Et un des points de frustration, en fait, des membres de la communauté, c'est de devoir naviguer dans un écosystème. Donc, en gros, je vais parler à un endroit, le webinaire, je vais aller le voir sur un autre truc, et donc je vais recevoir mon message, mon emailing, mon newsletter sur un autre truc, etc. Et en fait, lui, il a essayé de faire un all-in-one, du coup, où au même endroit, tu as le forum, tu as les lives, en fait, tu as un outil CRM intégré, et donc toute ta communauté, en fait, il m'a fait un quick tour dernièrement et c'était pas mal. Parce que finalement, moi, je suis en train aussi de me poser la question, cette communauté qu'on va créer sur le community building, et ben, sur quelle plateforme je vais accueillir les premiers membres, parce que ça commence à se remplir sérieux dans le formulaire. Et donc, c'est cool. Là, pour moi, c'est dans mon top 3, quoi. et c'est là que l'on voit, vis-à-vis des retours que l'on a entendus sur Facebook et sur Discord, par exemple, c'est le fait que maintenant, on devient de plus en plus exigeant sur la gestion d'une communauté, que les anciens médias qui existaient pour le faire ne sont plus adaptés aujourd'hui, qu'il y a une professionnalisation du métier dans la gestion de communauté et que maintenant, il y a de nouveaux outils qui se créent. Et merci beaucoup pour vos retours parce que moi aussi, je prends note parce que je suis en train de développer mes formations. Et j'aimerais bien créer une communauté, mais aussi l'accès à la formation, que les deux soient connectés. Enfin voilà, il y a tout un enjeu là-dessus. Surtout que j'aimerais beaucoup faire de gamification et de se dire quel outil je peux me servir. Mais clairement, aujourd'hui, je pense que tout ce qui est Discord, Facebook, Slack ne permettent plus de créer la communauté. Peut-être que ça fonctionnait avant, mais pour tous les enjeux que l'on a maintenant et aussi au fait qu'il y ait un lien, on va dire, financier avec l'enjeu,
ça va être plus compliqué à mettre en place. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais voilà mon avis. Mais en fait, ce qui est génial, en tout cas, c'est que ça démontre comme tu le dis très bien, une vraie professionnalisation, en fait, et une sophistication du marché, en fait. Il y a différentes stades de sophistication dans un marché, en fait. Il y a le marché qui vient de naître où c'est un peu le bordel, en fait, et on fait tout à la one again et tout. Et puis, et après, il y a différentes phases de sophistication. Et là, je trouve qu'on arrive vraiment à quelque chose qui devient vraiment très intéressant parce que on se rend compte que voilà, une communauté, elle se gère d'une certaine manière spécifiquement, elle a des besoins spécifiques et donc il y a tellement de sujets à maîtriser pour que ça fonctionne et la plateforme où on va accueillir va en faire partie. Et encore une fois, il n'y a pas de... Comme le chasseur, quoi, il n'y a pas de bon ou de mauvais chasseur. Je ne pense pas que dans l'absolu, il y ait de bonnes plateformes ou de mauvaises plateformes, mais simplement, c'est comprendre bien les enjeux de notre communauté et quelle est la plateforme qui va pouvoir servir le mieux notre communauté. Et, et une question aussi euh, euh, qui me semblait intéressante de porter à l'oral, qui a été écrite, c'est comment tu laisses la place, en fait, à un membre de la communauté. J'ai vu Mégane, je crois que tu as commencé à répondre à cette question, mais c'est vrai que et là, ma casquette de coach et tout ça, elle m'aide vachement de comment tu prends en compte dans une dynamique de groupe, puisqu'en fait, ça, c'est comme quand tu as une classe, quand tu enseignes, en fait, tu as plein de personnalités différentes dans ta salle de classe. Tu as les extravertis qui, dès que tu vas te dire, ouais, c'est bon, j'y suis là, je suis devant, etc. Et puis, t'as les personnes qui sont plus introverties et qui ont en fait plein de valeurs et plein de choses à dire. Et des fois, c'est même hallucinant, en fait, la valeur qu'ils ont. Et comment tu les bichonnes en fait et tu leur laisses une place. Et là, c'est quelque chose qui est fondamental pour moi dans mon expérience d'enseignant, mais aussi d'animateur de communauté, c'est de créer un environnement safe. Et c'est ce que tu disais, Mégane, à un moment, c'est que tu te sentes respecté en tant qu'individu. Et pour moi, la good vibe de la communauté, en fait, elle est hyper importante. Et je sais que, par contre, moi, dans les communautés que je gère, je suis intransigeant vis-à-vis de la bad vibe. C'est-à-dire, si je sens qu'il y a quelqu'un qui est un peu toxique, là, et qui va gangréner la communauté, parce il t'en suffit d'un. T'as le mec arrive là bien en mode bad vibe, etc. Allez, je vais que ronchonner, etc. Et surtout la bienveillance. Bienveillance, 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 quoi. Liberté d'expression, bienveillance, démocratie. Enfin, c'est tellement important. Et ça, c'est un sujet sur lequel moi, j'essaye, je pense que vous aussi, enfin, vous me direz, mais j'essaye d'être hyper vigilant parce que ouais, bah, on est des êtres sensibles, quoi. Et tu peux vite fermer une personne, en fait, par une maladresse. D'ailleurs, ça m'amène à une question qui était, je me rappelle, qui était dans la liste de questions qui viennent de... Comment vous gérez ce genre de personnes? Comment... Et en amont, avant de définir que c'est ce genre de personne, il y a des commentaires des fois qui sont un petit peu rentre-dedans dans une communauté. Enfin, on ne veut pas non plus une communauté lisse de béni oui-oui où tout le monde est là, oui, tout le monde a raison, etc. Donc, on a le droit à la divergence d'opinion, on a le droit à tout ça. Mais voilà, je serais très curieux de vous entendre sur à quel moment ça devient un red flag pour vous. Vas-y, Mégane. Tu veux que j'y aille? Ok. Nous, on a eu pas mal d'exemples en fait. Enfin, pas mal. On en a eu deux en fait. On est comme toi, hein, politique. Nous, c'est zéro tolérance par rapport à la bad vibe. Enfin, c'est même pas la bad vibe. C'est plus. En fait, on fait tellement un travail de fou pour que les gens se sentent légitimes, etc. Que, comme tu l'as dit, il suffit d'une personne, et vraiment une seule. Et ça peut flinguer tout le travail que tu as fait en amont pour que les gens se sentent à l'aise et en safe space. Nous, c'est pas compliqué. Alors, quand la personne est vraiment très, très, comment dire, n'y va pas avec des pincettes, il va vraiment avec le dos de la pas avec le dos de la cuillère et que c'est souvent moi.
qui est peut-être un peu plus, qui suis peut-être un peu plus chill, qui vais y aller parce que je pense que mon associé Pierre peut parfois être assez, enfin, il a vraiment zéro tolérance là-dessus et pour lui, c'est très, très important que les gens soient respectueux. Donc, c'est souvent moi qui envoie un petit message perso à la personne. Coucou, bon là, on a remarqué que ça et ça. Pour rappel, la communauté, c'est des gens qui sont, enfin nous, chez Marketing Flow, c'est des personnes qui font du marketing, qui ont des niveaux plus ou moins avancés sur certains sujets. On est tous là pour faire avancer les choses dans le bon sens et on a le sentiment que avec ce commentaire-là ou cette action, tu n'es pas rentré en fait dans les critères. Et du coup, est-ce que tu peux, qu'est-ce que tu en penses? C'est souvent ça. C'est pas, on va pas te dire arrête, on va te dire qu'est-ce que tu en penses parce que bon, généralement, c'est jamais noir ou blanc, hein, les personnes se rendent pas compte et tout, mais voilà. Et après, sinon, Pierre fait un super boulot au quotidien dans la communauté là-dessus. Dès qu'il sent, il y a des fois des membres qui vont nous dire, ah, j'ai trouvé que pendant tel live, telle personne n'avait pas trop parlé, ou j'ai trouvé que, je sais pas, on n'a pas assez bien distribué la parole, ou que telle personne prend beaucoup de place. Et du coup, ben, là, Pierre fait un super boulot, encore une fois, d'aller demander à la personne en one-one, qu'est-ce que tu en penses, comment tu l'as ressenti et tout. Donc, c'est vraiment pas, on n'est pas des flics, on n'est pas là pour dire c'est bien, c'est pas bien, on est là pour les questionner et leur demander ce que eux pensent de tel ou tel comportement. Sauf, voilà, cas extrême où, comme je le disais, c'est arrivé une fois où là, on s'est dit non, il faut vraiment que cette personne arrête d'avoir ce genre de comportement et ce genre de réaction. Mais c'est pas facile, hein, mais en fait, quand tu montes une communauté, c'est une casquette que tu n'as pas envie de prendre, mais que tu es obligé de prendre et qu'il faut absolument que tu prennes parce que c'est ton rôle en fait. C'est toi qui crée cette communauté, tu es garant du safe space, tu es garant de cette bonne ambiance, donc tu es obligé de temps en temps d'avoir cette casquette voilà, un peu Ouais, pénible. Mais bon, ça, si c'est tu fermes tes portes en amont, normalement, tu n'as pas de problème, hein. Nous, c'est arrivé 2 fois, donc c'est vraiment anecdotique, quoi. ouais, c'est ça, tu es gardien du climat et j'aime beaucoup la manière dont tu responsabilises la personne et que tu prends pas une posture en analyse transactionnelle qu'on dirait de parent et qui aurait tendance à infantiliser en fait le membre. C'est, disons, voilà, j'adore en fait, c'est très factuel en fait. On a constaté ça, qui n'est pas en fait en accord avec notre charte. Qu'est-ce que tu en penses? Franchement, merci. C'est quelque chose que je vais implémenter moi beaucoup plus. Ouais. Ouais, trop intéressant cette façon d'aborder les choses. Megan, nous, on n'a pas eu le cas de, de membres qui publiquement, enfin, aux yeux des autres, ont je sais pas, mal parlé ou voilà, pas été hyper cool avec d'autres, parce que je pense que bah, les good vibes sont tellement l'essence même de la communauté que tout simplement, il y en a qui n'oseraient même pas le faire devant nos yeux à nous. Par contre, il y a la possibilité sur la plateforme de reporter, enfin, que les autres membres voilà, reportent quelque chose. Ceci dit, c'est jamais arrivé. Le seul cas qui a été un peu compliqué à gérer à ce niveau-là pour nous, c'était plus une membre qui avait apparemment fait du plagiat sur une autre, mais en dehors de la communauté, en fait, avant d'entrer dans la communauté. En gros, il y avait déjà un conflit entre elles. Et finalement, c'est la membre la plus ancienne, voilà, qui était là depuis longtemps, qui m'a dit, bah, il y a cette personne-là qui vient rejoindre la communauté. Moi, ça fait des mois qu'elle me plagie et tout. Et là, j'ai dû bah, prendre ce rôle de modératrice plus ou moins, puisqu'elle attendait quelque chose de moi, comme elle m'a écrit pour me prévenir. Et à la fois, vu que ça s'était passé en dehors de la communauté, c'était hyper délicat de moi dire quelque chose à la nouvelle personne qui venait de nous rejoindre. Euh, et ça a été un peu compliqué parce que du coup, ça s'est plus ou moins réglé. Il y en avait plein, nous, c'est un petit écosystème, les entrepreneuses voilà, sur Insta, etc. Il y en avait plein qui étaient au courant déjà du conflit. Et bon, ça a été un peu finalement réglé publiquement sur la plateforme parce qu'avant même que j'ai le temps d'agir, elle a pris l'initiative de faire un post, etc. Bon, bref, au final, ça a été réglé. Je leur ai parlé à chacune en privé et puis finalement, j'ai supprimé le post et je leur ai dit, bah, ça a forcément sa place sur la communauté. Nous, c'est pas l'endroit ni le lieu puisqu'elles étaient en procès et tout. Donc, voilà, c'était vraiment pas l'idée. Mais ça a été la seule fois où on a eu un truc de modération vraiment à faire. Ça nous arrive de temps en temps qu'on nous dise qu'il y a quelques membres qui matchent pas ou quoi, donc on garde un œil. Ça m'est arrivé une fois d'écrire bah, pareil un peu dans cette même idée de bah, je sais pas ce que t'en penses mais c'est un peu le ressenti qu'on a et c'est ce qu'on nous a fait remonter quelqu'un qui faisait un peu plus du spam quoi et du coup finalement elle est toujours là mais elle a calm down sur sur le spam et voilà ça se passe très bien donc, en vrai c'est pareil anecdotique de notre côté. Top, top. Euh,
Bon, plein de sujets, mais j'aimerais revenir sur un sujet qui est l'onboarding, qui pour moi est vraiment crucial en fait dans la qualité de la communauté. Mégane, toi, tu as dit que tu avais volontairement mis beaucoup de friction en fait à l'entrée pour venir finalement écrémer et être sûr que finalement le process fonctionne comme un entonnoir, hein, comme un funnel. C'est un peu ma vision aussi, moi, des communautés où tu peux avoir en fait la partie média social qui va être le top of funnel, qui va servir d'acquisition en fait dans un processus et puis rentrer dans la communauté qui peut être amené soit la communauté est déjà le produit, donc en fait ta transformation au niveau de la communauté, ou une communauté qui vient transformer pour ensuite vendre de la formation ou du produit, etc. Mais en fait, tu as plusieurs approches dans le onboarding. J'en parlais avec Benoît de Meeting Spot. On parle du high touch onboarding versus le low touch onboarding. Donc, dans le high touch, on est c'est surtout dans les communautés clients où on va avoir des clients prestigieux, où on va être dans du onboarding one-on-one, carrément de la visio. On va passer 1 heure avec le nouveau membre de la communauté ou le nouveau client, etc. Versus le one-to-many, où on va créer une approche plus école de commerce, business school ou université, où on va être dans la cohorte, on fait rentrer des cohortes et ça va créer une émulation parce qu'il y a ce sentiment d'appartenance par cohorte, etc. J'ai bien envie de vous entendre là-dessus. Et tout Ok. le monde, hein, parce que Cassandra, donc du coup, par exemple, quelqu'un qui rentre sur Swello, comment vous fonctionnez? Est-ce qu'il y a un onboarding, etc. Voilà, la question est pour tout le monde. Oui, c'est vrai qu'on pourrait voir nos clients en tant que communauté parce qu'ils rejoignent le cercle d'Ansuelo. C'est vrai qu'on onboard nos clients avec un podcast de bienvenue. Donc, quand ils arrivent sur notre plateforme, on leur explique où se trouvent les principales fonctionnalités, où se trouve le centre d'aide. Et c'est vraiment très important de les accompagner, de leur prendre la main pour leur montrer. Parce que le but, c'est qu'ils nous soient fidèles et qu'ils utilisent notre plateforme. C'est pas juste qu'ils prennent un abonnement et après c'est tout, pas besoin de Swello. Non, non, on veut vraiment les fidéliser. Et donc, oui, le podcast de bienvenue, on leur envoie aussi un cycle de mails. Et voilà pour l'onboarding. Et je pense que Mégane avait commencé à parler aussi avant moi. Je suis vraiment désolée. Non, non, nous, on itère encore sur l'onboarding. On n'est pas encore sûr à 100% d'avoir trouvé le truc qui fonctionne le mieux. Je pense que fondamentalement, il faut abandonner l'idée que tous les membres vont être engagés de la même manière à fond sur tous les types de contenus que tu peux avoir. Enfin, nous, du coup, il y a des lives, il y a l'espace d'entraide et il y a les contenus. Et on a des membres qui sont à tous les lives, qui n'ont jamais lu un seul de nos tutoriels, qui n'ont jamais créé leur profil dans l'espace d'entraide. Et inversement, on a des gens qui sont dans l'espace d'entraide qu'on n'a jamais vu en live et qui ne consomment pas nos contenus. Et des gens qui sont que sur les contenus et qu'on n'a jamais vu ailleurs. Donc, du coup, nous, il faut qu'on arrive à accepter ça aussi. Il y a des profils différents et c'est très cool et c'est très bien que chacun s'approprie le truc. Mais du coup, on a quand même on a mis 2 choses en place sur l'onboarding qui va du coup peut-être être du high touch, enfin un hybride high touch, low touch du coup. On a une séquence email d'onboarding dans laquelle en fait, je crois que c'est un mail je crois que c'est tous les 2-3 jours. Je ne saurais pas dire parce que des fois c'est tous les 2 jours, après tous les 4, toutes les semaines et après tous les 30 jours. Donc on a un onboarding comme ça qu'on a un petit peu décliné et en fait à chaque email qu'on envoie, c'est réaliser une action. Donc l'email 1, c'est créer ton profil. L'email 2, c'est va voir le plan d'action. L'email 3, ça va être sélectionne 3 tutoriels à mettre en place. L'email 4, c'est demande un feedback dans la communauté, etc. Donc, du coup, c'est vraiment le côté, on essaie de les prendre par la main et de leur faire réaliser des actions sur la plateforme, sur la communauté. Et après, le deuxième truc qu'on a mis en place, c'est des cafés de bienvenue. Donc, tous les lundis à 11h30, je tiens une permanence d'1 demi-heure où tu peux venir avec ton café pour rencontrer les nouveaux membres.
Donc, on est généralement entre 2 et 5 en fonction des personnes qui sont rentrées dans la communauté pendant le mois. Et voilà, il y a toujours ce café de bienvenue. Tu peux t'inscrire à celui que tu veux, lundi prochain, lundi dans 2 semaines. Et l'idée, c'est simplement de faire connaissance. Donc, c'est très, très informel. On est là avec un café, mais vraiment, j'ai ma tasse, hein, comme j'ai aujourd'hui, parce que je bois beaucoup, beaucoup de thé. Et on se présente et c'est quelles sont tes problématiques marketing, c'est quoi ton impact positif, est-ce que tu as des questions sur Marketing Flow. Si on n'est pas nombreux, je commence déjà à donner des idées sur la stratégie marketing à mettre en place pour ta boîte, partager quelques tutoriels, voilà, des podcasts inspirants, etc. Donc, c'est les 2 choses qu'on a mises en place. Je pense que c'est un hybride low et high touch, je sais pas trop. Mais j'aime beaucoup l'idée du podcast, je retiens. Ouais, bien classe. De notre côté, on a à peu près le même onboarding. Pareil, on a une séquence mail. Il y a 3 emails, je crois, qui partent dans l'espace de 10 jours. Pareil, même objectif. Et puis, on a un café de bienvenue par mois, nous. Donc, du coup, on va être beaucoup plus nombreuses. Et l'idée, c'est qu'il y a aussi des anciens membres qui soient là pour que tout le monde puisse échanger et tout. Globalement, comme on est quand même assez nombreuses et que ça dure qu'une heure, ça va être plutôt chacune se présente, mais ça permet de voir. Des fois, ça crée des liens directs dans le chat, donc c'est cool. Ça 1 fois par mois. Et puis après, à chaque fois qu'une membre arrive sur la plateforme, moi, j'envoie un MP toujours à la personne et que je personnalise. Je l'écris à la main, le MP. Et Lisa, il y a un espace, en fait, sur les espaces d'entraide, il y a un espace de présentation. Et à chaque fois qu'il y a une nouvelle présentation, Lisa, donc mon associée, elle va commenter la présentation, pareil, de manière personnalisée. Voilà, globalement, c'est ça. Top. Et on a une petite story aussi, un template à partager en story Instagram, en mode je viens de rejoindre la communauté TPF, un petit gif, moi en découvrant la plateforme, enfin voilà, qu'elles peuvent repartager elles en story pour prévenir leur audience qu'elles ont rejoint TPF. Génial. Alors, en fait, je vais être assez curieux de voir Cyril, ce qu'il aura restitué de cette table ronde. Ça fait 1 heure et demie qu'on parle et je pense qu'on pourra encore parler 1 heure et demie parce que c'est un sujet en fait qui ne se tarit pas et qui nous passionne. On a parlé d'onboarding, on a parlé de triptyque, inspiration, éducation, engagement. On a parlé de comment gérer un peu les membres toxiques, on a parlé de vision, on a parlé de beaucoup de sujets. Vous repartez avec quoi de cette table ronde? Alors, personnellement, beaucoup de choses applicables, ce qui est génial. Beaucoup appris. Merci beaucoup pour vos retours, votre expérience. Et je suis beaucoup moins dans le flou, on va dire, dans la mise en application et dans l'accompagnement des futurs membres de ma communauté, clairement. Donc, merci. Oui, pareil, moi, ça me donne trop envie de rejoindre déjà Marketing Flow et ta pause freelance. Et ensuite, ça me donne envie vraiment de m'investir dans le community building pour Swello, de vraiment fédérer une communauté parce que ça n'a que des avantages. Bon, ça prend du temps, mais c'est trop chouette de rassembler des personnes autour de valeurs communes. Moi, du coup, ce que je retiens de cette table ronde, c'est que on a le nez dans le guidon avec Pierre, la tête dans le guidon depuis qu'on a lancé Marketing Flow en 3 ans. Et on ne s'est pas du tout renseigné sur comment créer une communauté. On l'a vraiment fait à l'arrache, comme beaucoup de choses. On y va, on teste, on voit ce qui marche, on garde, ce qui marche pas, on kill. Enfin voilà, on est vraiment avancé un peu comme ça au fur et à mesure. Et on prenait les insights au fur et à mesure et les problèmes, dès qu'ils venaient, on trouvait des solutions. Et ce que je trouve cool là, c'est de prendre un peu de recul et d'avoir un modèle un peu différent. Du coup, notamment Emeline sur le tien. Et j'aime beaucoup l'idée du podcast. Hein. Ça, je le garde, je trouve que c'est super. Mais voilà, de prendre, de finalement voir comment ça fonctionne ailleurs. Je trouve ça cool. Ça donne des idées. Et en fait, c'est vrai que ce côté commun, nous, on est très, très contenu, formation, etc. Et je trouve ça super cool de voir des exemples de communautés où c'est pas le cas. Et ça n'empêche pas, en fait, d'avoir cette émulsion, ce sentiment d'appartenance, que ça fonctionne et tout. Donc, ouais, je trouve ça hyper chouette de croiser les regards comme ça sur d'autres façons de faire et d'autres types de communautés. Je te rejoins complètement, Mégane. J'allais aller sur le même, j'allais même aller sur les mêmes créneaux. Pour moi, c'est vraiment c'est trop cool en fait, le fait de voir que ça se professionnalise, comme on disait tout à l'heure, qu'il y a de plus en plus de personnes qui se lancent ou qui sont concernées, et que il y a à la fois
une espèce de théorie qui en ressort, mais à la fois, c'est que de l'apprentissage sur le terrain pour l'instant, j'ai l'impression. Donc, c'est trop cool de pouvoir échanger avec des personnes qui disent un peu la même chose, qui ont envie de s'en rapprocher. Donc, moi, c'est surtout ça ouais, que j'en ressors. Top. Eh bien, merci beaucoup pour votre apport, votre contribution, votre bonne humeur, vos bonnes vibes, votre expérience. C'était top. Comme il dit Samuel, maintenant, il n'y a plus qu'à. Voilà, bah, il n'y a plus qu'à créer votre propre communauté pour ceux qui envisagent. Et puis, ben, stay tuned, hein, comme on dit. Si ce sujet-là, en fait, vous intéresse, ben, voilà, on va continuer à partager avec cet angle-là, où on peut rentrer ensuite plus en profondeur sur vraiment comment mettre en place un processus d'onboarding, comment mettre en place un programme d'ambassadeur, comment, etc., etc. Moi, je me suis régalé. Je suis impressionné, en fait, du coup, par la manière intuitive par laquelle vous avez arrivé, en fait, à créer la communauté. Et peut-être que ce que j'aime beaucoup dans la communauté, c'est que je pense que tu as un niveau de compétence qui est requis pour une communauté qui n'est pas dans le savoir-faire, mais plutôt dans le savoir-être. Et donc, en fait, tu peux pas tricher, quoi, en fait, par rapport à d'autres métiers où tu vas pouvoir te cacher derrière du hard skills et être très compétent techniquement dans un métier, mais bah, pas être au niveau savoir-être ce qu'il faut. Et donc, je crois beaucoup que finalement, tu crées la communauté qui te ressemble. Et voilà, moi, ce que j'adore dans ce sujet-là, c'est que la communauté est un prétexte et une opportunité de rencontrer des personnes formidables avec un haut niveau de savoir-être. Et donc, rien que ça, moi, c'est ce que je retire sur ma journée personnelle d'être humain sur Terre. C'est que bah, ça m'enrichit en fait en tant que personne. Ça m'impressionne en fait. Et ouais, voilà. Et ça m'inspire en fait. Ça m'inspire. Donc, moi, ce que je retire, c'est vraiment ce que je retiens, c'est gros insight là sur la manière dont tu responsabilises, Mégane, en fait, les red flags dans ta communauté. Un gros insight aussi sur les plateformes que vous utilisez. Et puis, bah, j'espère qu'on aura l'occasion d'aller plus loin dans cette aventure tous ensemble. Et je pense que pour les personnes qui ont créé leur propre communauté, donc en l'occurrence, toi, Emeline, et toi, Mégane, et j'avais proposé à Pierre aussi de l'interviewer sur vraiment, parce que tu vois, tout l'historique, moi, c'est ce qui m'avait vachement plu aussi quand tu étais passé au Web 2D, c'était tout l'historique du moment zéro où tu crées ta communauté avec juste une idée, tu vois, comme ça, puis tu as les 3 premiers membres qui arrivent, et puis tu te dis là, et tout voir l'historique jusqu'à un moment, c'est viable, tu vois. Pareil pour toi, Emeline, je trouve que ça, c'est hyper inspirant. Parce qu'il y a plein de personnes qui pourraient créer des superbes communautés et qui, des fois, se mettent trop de pression en disant qu'il faut faire un lancement de communauté avec 100 premiers membres, etc. Et il y a quelqu'un qui, je ne me rappelle plus quel community leader, et j'adorais, qui disait on ne lance pas une communauté, on la crée. Tout simplement, en fait, avec 3 membres, en fait, et tu commences avec la MVC, la Minimum Viable Community, et ça y est, tu t'amuses, et c'est tes potes avec qui tu crées quelque chose. Et juste, je rappelle que Canva s'est créé comme ça, en fait. Donc, voilà, un petit groupe d'étudiants avec Mélanie Perkins et son mari, Cliff, et leur meilleur pote d'université, Cameron. Et ils ont dit, bah voilà, on va simplifier l'usage, là. Et donc, il y a de très, très grandes licornes qui se sont créées à partir de communautés.
Donc, beaucoup de gratitude. Voilà, merci beaucoup pour votre temps. Et ben, je vous dis à très, très bientôt. Merci Steph pour l'animation de cette table ronde. Avec grand plaisir. Merci beaucoup, c'était vraiment trop cool et merci à tous ceux qui nous ont écoutés aussi. À Bonne plus. journée tout le monde, bon appétit du coup. Bye bye, merci. Ciao. Bonne journée.